Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Le philosophe Henri Maldinet est mort dans la nuit du 6 au 7 décembre, à 101 ans. Son œuvre écrite fut publiée tardivement, mais son enseignement a marqué plusieurs générations d'étudiants, impressionnés par le tremblement de rectitude de sa parole, comme on a pu le dire. Parmi la quinzaine de livres qu'il a fait paraître, brassant différents domaines, art et existence, avènement de l'œuvre, ouvrir le rien, l'art nu, l'art, l'éclair de l'être, ont fait l'objet d'émissions sur France Culture, notamment dans Nuit magnétique, Surpris par la nuit, et Du jour au lendemain. L'art et la poésie occupaient une place centrale dans la pensée de celui qui fut l'ami de Bazaine et de Talcoat, de Francis Ponge et d'André Dubouché. Parfois, dans Du jour au lendemain, je proposais, il y a quelques années, ce que nous appelions une bibliothèque. Quelqu'un venait simplement parler des livres de sa vie. Henri Maldinet accepta l'exercice et c'est cette émission du 11 décembre 1993 que nous rediffuserons ce soir pour saluer sa mémoire. Alors ce soir, on est dans votre bibliothèque. Est-ce que vos livres figurent dans votre bibliothèque en bonne place? Quels livres? Les vôtres, ceux que vous avez publiés. Non, ils sont mêlés à d'autres, avec les philosophes. Vous rangez parmi les philosophes? Oui. Maintenant, c'est un grand mot de dire ma bibliothèque. Je ne dirais pas qu'elle est dépareillée, mais elle n'est sûrement pas appareillée. D'autre part, les livres qui la composent sont, pour beaucoup, exfoliés. L'usage et les transports les usent, puisque je dois me déplacer alternativement de Lyon à la campagne et de la campagne à Lyon. Et ce sont des livres très mal en point, et on peut juger sans doute ma fréquentation des œuvres par l'état d'usure des volumes. Je pense que l'un des plus usés est Sein und Zeit de Heidegger. À côté de lui figurent les Idéons 1 de Husserl. Ce sont deux livres que j'ai rapportés d'une bibliothèque de captivité sur mon dos, alors que le poids du sac excédait déjà les forces qui nous restaient dans ces marches où nous passions en Allemagne de plus en plus à l'ouest en raison de l'avance des armées russes. Et ces deux livres, je les avais pratiqué beaucoup là-bas. Et naturellement, en France, il reste des références centrales. Donc ma bibliothèque se compose en grande partie d'œuvres de philosophes. Évidemment, Schelling, Hegel, Fichte, Kant. Vous voyez déjà les Allemands. Vous les lisez évidemment dans la langue originale. Oui. Et parmi les Français, Descartes, Bergson, et quelques livres de jeunes philosophes contemporains. Par exemple, ceux de Jean-Louis Chrétien. Il ne faut pas oublier les Grecs. Naturellement, Platon, Aristote ou Plotin. Toujours dans le texte. Oui. Et puisque je parle des Grecs, je dirais qu'ils font aussi partie
de ma bibliothèque poétique. Je veux dire, Pindare, l'Odyssée, les tragiques, en particulier Eschyle et Sophocle, plus que Euripide. Et il y a là, justement, dans les tragiques, des directions de sens qui restent tout à fait essentielles. Prenez l'exemple d'Édipe Roi, qui dépasse singulièrement l'idée qui en a été tirée du fameux complexe. Parce qu'ils ont été admirablement exprimés par Hölderlin. Le roi Édipe a peut-être un œil de trop. Précisément, cette façon de scruter profondément en soi, alors qu'au fond, il se connaît, mais ne peut s'empêcher de se révéler en dépit de la catastrophe que cela représente et sera. Il y a là quelque chose qui me fait douter de l'évolution de l'homme au cours de l'histoire, tellement c'est d'une actualité flagrante. Et toute cette poésie grecque, d'ailleurs, même celle qui peut paraître à l'opposé, comme les Sept contre Thèbes, c'est d'intensité invraisemblable dans le rapport du messager à Éthéocle. On entend sur la poitrine de Tidée sonner toutes les cloches et on assiste à la fureur de celui qui lance ses mules et qui voudrait franchir l'Isménos. Il y a là un tragique qui est sensible simplement, n'est-ce pas, dans les mots, dans la parole, indépendamment même de ce que peut être la représentation. Donc, quant à ma bibliothèque poétique, ou ma bibliothèque, disons, littéraire, au fond, il y a ceux que vous connaissez, dont j'ai parlé. Il y a Ponge, évidemment, André Dubouchet, puis quelques autres. Alors, parmi les Allemands, Hölderlin et Rilke. Parce que c'est là qu'on assiste à ce que vous évoquiez la semaine précédente, les rapports entre la philosophie et la poésie. Il est certain que jamais personne, autant que Hölderlin, a exprimé ce qu'était l'acte poétique, et comme il l'appelle, la marche de l'esprit poétique, qui est la marche de l'esprit, qui est donc quelque chose de hautement philosophique, où on voit à partir des vues de Fichte, Hölderlin aller au fond même au-delà de ce que sera l'esthétique hegelienne, et dans ce qu'elle a de plus fort, à savoir, dans la phénoménologie de l'esprit, les textes sur la tragédie. Une grande partie de ma bibliothèque est consacrée également à la psychologie, et en particulier à la psychologie pathologique. Les œuvres de Ludwig Binswanger, par exemple, ou disons, différentes œuvres sur, évidemment, le Prinzhorn, sur l'expression plastique des malades mentaux, ou toutes sortes de livres publiés sur les œuvres des malades, comme le livre de Morgenthaler, par exemple, sur Wölfli, ou les collections de l'art brut de Buffet. Donc,
Voilà à peu près le ternaire de ma bibliothèque, philosophie, psychologie, poésie. Très peu de romans. Je veux dire que si je relis, qu'est-ce que je relirai? Je relirai Joyce, je lirai, disons, Dostoïevski ou Melville. Pas Proust. Ça m'arrive, mais je dirais que j'ai toujours vis-à-vis de Proust, à la fin, un agacement. N'est-ce pas? Il a évidemment le génie de rapporter des bavardages, un milieu verdurin. Seulement le bavardage finit par s'accrocher au génie. Et, si vous voulez, des personnages, je n'en vois pas tellement vivre hors du récit. C'est une remarque qu'avait fait Julien Gracq, d'ailleurs. Ben voilà aussi quelqu'un que je lis, Balcon à montagne, etc. Mais justement sur Proust, disant que, en dépit de l'immense don de Proust, on ne peut pas sortir ces personnages du livre eux-mêmes. Même Charlus. Et ça tient ce qui sont comme non seulement emprisonnés, mais englués presque ou pris dans le réseau du récit où Proust, à force, je dirais, de fidélité imitative au propos de la maison Verdurin ou Guermantes, finit par se laisser prendre. Voilà pourquoi disons, je relis Proust, c'est-à-dire je l'ouvre une page quelconque, puis je continue. Mais, puis il y a les invraisemblances du temps retrouvé qui sont parfois artificielles, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas certainement un auteur que je relis avec passion. Je relis beaucoup plus aisément les Mémoires d'outre-tombe. Oui. Lundi dernier, vous citiez Kafka aussi, Le Château. Oui, ça, Kafka fait partie de ma bibliothèque. Naturellement, Kierkegaard, mais Kierkegaard, je le mets parmi les penseurs, philosophes. Oui, réellement. Assurément. Seulement, je sais que pour apprécier pleinement Kierkegaard, il faudrait le lire en danois. J'ai entendu un Danois me parlait du style de Kierkegaard. Donc même en allemand, il ne passe pas. Mais tout de même, c'est une des... Voyez, ce qui me marque, ce n'est pas tellement un livre. C'est quelque chose de plus court, de plus ponctuel. Je veux dire, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est marqué par Hegel, encore que on y passe, je dirais, des années. Mais c'est précisément parce qu'on y passe des années qu'on doit sans cesse retrouver le moment phénoménologique ou le moment dialectique dans l'ensemble en revenant que la surprise s'émoue, sauf quelquefois au détour d'une phrase comme lorsqu'il parle, mettons, de l'essence lumineuse de l'aurore, etc. Das Lichtwesen. Mais en Kierkegaard, disons que le concept d'angoisse est quelque chose qui, à chaque fois, peut saisir. Parce qu'il y a là, en réalité, c'est l'acte fondateur, c'est le livre fondateur de la psychologie comme telle. Avec, disons, les réserves faites sur son pouvoir. Quand il dit
parle de sympathie antipathisante et d'antipathie sympathisante, il définit à l'avance le concept d'ambivalence, sans lequel il n'y a pas de psychologie possible, puisqu'elle était appliquée par Bleuler à la schizophrénie et par Freud tout au long de ses psychanalyses. Mais il y a là qui dépasse, n'est-ce pas? Et alors Heidegger lui doit finalement tout ce qu'il a dit sur l'angoisse, il le doit lui-même, à Heidegger, bien entendu, parce qu'il a dû les points, mais dans l'expression, dans l'approfondissement, c'est dans Kierkegaard. Et même, je ne pense pas qu'il ait épuisé tout ce qu'il y a dans ce texte. Donc, l'essentiel, puis, si vous voulez, pour moi, ce sont toujours des textes ponctuels surprenants. Et qui vous surprennent encore quand vous les relisez. Oui, il est certain que quand je relis le concept d'angoisse, il me surprend. Ou quand je vois l'exactitude, pas de la maladie à mort, ou du traité du désespoir, comme on l'a traduit quelquefois, également. Ou alors des livres, je dirais dans un sens plus technique, comme pas des livres, mais un essai, un article, mettons, d'Erwin Strauss sur les formes de la spatialité. Je me souviens, quand j'ai lu à Gand pour la première fois ce texte, puis après je partais à bicyclette sur la route de Gand à Bruges, et j'étais encore hanté par ce texte d'Erwin Strauss, et qui est, à mon avis, le grand psychologue du siècle, à peu près inconnu en France, en dépit de la traduction qu'on a faite de Tinès aux éditions Millon. Qu'est-ce qui fait qu'un livre peut nous hanter? Parce que qu'est-ce que c'est un livre? C'est rien d'autre que... Quand il est révélateur d'une dimension qui était là sans que vous le sachiez et qui brusquement se dévoile dans l'éclatement. Et là, ce sens de l'espace, c'est là que Strauss analyse si admirablement l'espace de la danse. Et à travers, disons, on peut dire, l'espace de la musique. D'abord l'espace de musique, et en particulier à travers la musique de jazz et à travers les musiques primitives. Et là, il découvre réellement que l'espace de la danse n'est pas l'espace de la salle de danse où on se trouve, que les structures ne sont pas du tout les mêmes, que, disons, les mouvements arrière ne sont pas des mouvements qui vous exposent, comme aujourd'hui, si je recule, je ne le fais pas avec la même certitude que quand j'avance. La zone arrière est toujours une zone de menace, et ça se retrouve d'ailleurs très bien dans les psychoses. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand la menace est sentie vers l'avant, parce qu'elle est du côté de l'avenir. Mais ici, dans ces analyses ou des mouvements comme les tourbillons, etc. Et c'est une chose importante, parce que je remarque une chose, que dans les spectacles chorégraphiques, on a presque toujours l'impression que les mouvements s'exécutent sur une scène, dans une pièce, mais que celle-ci ne participe pas au rythme de la danse, alors que tout l'espace devait en être transformé. Et j'avais observé la chose, mais dans les spectacles de Béjart, que ce soit à la Monnaie à Bruxelles ou à Avignon, une fois, on dirait que les mouvements sont un peu trop calculés, surtout dans tels qu'ils étaient là. Vous savez, quand chacun vient allumer sa flamme, c'est bien. Une flamme isolée. 2, oui, ils vont peut-être se répondre. 3, triangulation. Mais après, le sens se perd. Et ceci parce que l'espace physique de la pièce, l'espace représenté, n'est pas sous-tendu par l'espace de la présence. Et ça doit se jouer de telle manière aussi que le danseur lui-même, dans son corps,
soit absolument animé par le rythme et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les mouvements aient tant soit peu plus un centième de seconde de préparation. Hein. Il faut qu'ils jaillissent absolument de rien. Et s'il y a le moins d'arrêt, on sent la répétition générale. Hein, ce qui est le contraire. Donc, alors cet espace n'est pas propre à la musique, n'est pas qui disons, crée les canaux qui vont devenir les coordonnées de l'espace moteur chorégraphique. Mais ça peut s'étendre à tous les arts. Vous nous parliez des philosophes allemands, Henri Maldinet, qui occupe quelques rayonnages de votre bibliothèque. Vous venez de nous parler de la danse. Et il y a un nom que vous n'avez pas cité, c'est celui de Friedrich Nietzsche. Ah oui, enfin, il est dans ma bibliothèque et je l'ai lu souvent, c'est certain. D'ailleurs, la naissance de la tragédie à travers l'esprit de la musique est celui de ces livres qui me paraît le plus génial. Parce que entre, disons, lui et la chose, il n'y a pas une image de lui-même encore. Tandis que dans le Zarathustra, c'est Nietzsche Zarathustra. Vous savez, dans Sils Maria, la poésie, ici j'étais assis, attendant rien, tout lac, tout midi, etc. Alors, quand Zarathustra passa devant moi, passa le long de moi, en bail. Mais il est certain que le Dionysos, le Dionysien, le Dionysiaque et l'Apollinien sont véritablement des concepts nietzschéens qui sont tout à fait éclairants. Et qui vont même, si on prend par exemple évidemment le Dionysiaque, on l'a souvent interprété, on l'a souvent développé. Une chose curieuse, c'est quand dans Hölderlin, il y correspond plutôt cet aspect oriental qu'il appelle apollonien, lui. Apollon, parce qu'on n'oublie pas, Apollon, c'est tout de même d'abord un ancien dieu des épidémies. Alors, vous voyez, c'est donc, on le voit bien au début de l'Iliade, n'est-ce pas? Mais, et antérieurement. Et donc, Hölderlin l'a saisi dans son irruption. Et il appelle, ce que Nietzsche appelle, Apollinien l'appelle le junonien, Junon, etc. Mais l'apollinien, Nietzsche à la fin, n'est-ce pas, quand il parle, disons, de l'art. Et quand il en fait, en somme, l'occupation fondamentale de l'homme, ce qui lui reste, il anticipe, là, sur les théories ultérieures du jeu. Hein, et je pense notamment à Fink, Eugen Fink, dans le jeu comme symbole du monde. Car au fond, que dit Nietzsche? Il dit que le monde n'a pas de sens. Mais l'art donne un sens. Mais quel sens? C'est un peu ce que dit parfois Francis Ponge quand il parle de doubler le monde. Ce qui veut dire non seulement le répéter, mais le doubler, comme on dit tromper, hein, par un faire semblant. Et c'est bien ce qui est dans Fink et qui est en gestation dans Nietzsche, c'est-à-dire un acte qui ne prend plus ses fins dans le monde lui-même. Il est sans but, comme tous les mouvements expressifs. Mais ces mouvements expressifs qui n'ont pas de but expriment par là même
l'absence totale de finalité du monde. Parce qu'il est placé devant un monde des temps, n'est pas réglé par leur tour. Et il est certain que le jeu, pour Nietzsche, l'art qui est jeu, double le monde en ce sens qu'il équivaut à son jeu. Qu'il équivaut à son jeu et par là même arrache l'homme à l'angoisse de son non-sens, parce que c'est lui qui le joue. Au moins jusqu'à un certain point, il échappera à l'angoisse. Pour ce qui est de Nietzsche, c'est évident que dans Ex Homo, il est bien plus tourné vers son passé, puisque c'est là qu'il nous apprend l'origine même du Zarathustra, que là, il est à 2 mois de la catastrophe. Donc, Nietzsche, oui, d'ailleurs, dans Art et Existence, j'ai un chapitre sur Nietzsche, et sur notamment le sens des derniers mois de Nietzsche à Turin, où il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire de voir Nietzsche exprimer l'idéal de tout le monde. Il est très bien, on le traite bien au restaurant. Il a trouvé un restaurant où le meilleur rapport qualité-prix, où il rencontre le meilleur rapport. Alors ceci, pour un homme ordinaire, c'est un signe de santé. Pour Nietzsche, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il y a tout un arrière-fond qui se trouve la vallée, qui est un état d'hypertension dans lequel il a pu écrire justement son Ex Homo. Donc, il est certain que Nietzsche, disons, a beaucoup à apprendre par ce qu'il dit d'abord, mais avant tout par ce qu'il est. Quand on lit L'art, l'éclair de l'être, Henri Maldinet, il y a encore des livres qu'on ne s'étonnerait pas de trouver dans votre bibliothèque. Ce sont ceux des philosophes chinois, et particulièrement Lao Tzu. Oui. Bien, c'est tout de même par la peinture chinoise que je suis allé à la pensée chinoise. J'ai écrit un texte que je n'ai jamais publié, je publierai un jour, sur les kakis de Mouki. Vous savez, les 5 kakis, qui est une des œuvres les plus extraordinaires, par la perfection dans le tremblement. Et le vide. Et, si j'ose dire pas la matière première, mais le moment originel de la révélation des choses. Avoir ces kakis. Et qui a un rapport d'ailleurs avec les structures de la langue. Parce que, en chinois, et Guillaume l'a très bien marqué, le mouvement est inverse de celui de nos langues européennes. De nos langues européennes, on commence, disons, par l'universel, on va vers le singulier et on repart à l'universel, comme lorsqu'on suit, disons, le tenseur binaire de notre article 1 LE. Le chinois, en réalité, lui, part du singulier, va à l'universel et revient au singulier. Au singulier est transformé. Mais l'universel, il le trouve dans le vide. D'ailleurs, le concept de vide était le concept central de l'archétype pictural en Chine. C'est-à-dire, j'abonde dans les textes de Yuan Pinhung, où on pourrait les retrouver même dans les plus vieux textes, celui de Xiao, n'est-ce pas, lorsque il dit l'art est fondé, premier principe, souffle rythmique, qui est Yun. Alors, le vide doit précéder le pinceau encre et doit le prolonger.
C'est une chose qui a été tout à fait bien étudiée par François Chaigne dans son très beau livre « Vie des pleins dans la peinture chinoise ». Donc, là, dans le langage, le passage du singulier au singulier se fait par le retour, justement, de ce vide où les choses rejoignent l'origine, et de l'origine, disons, se prononcent elles-mêmes à partir de leur source. Et on le voit bien dans les kakis, vous partez de kakis, et notamment, il faudrait voir, l'essentiel, ce sont les contrastes, noir-blanc, yin-yang, et vous allez dans l'espace qui est vide, demi-ombre, demi-lumière, presque vide, et vous revenez, qu'est-ce que vous trouvez? Presque des caractères d'écriture. Quand vous voyez les tiges, les amorces de feuilles des kakis près du pédoncule, vous direz une écriture chinoise. Et donc, il y a là une transformation à partir du vide. Et la pensée, c'est bien celle de Lao Tzu, n'est-ce pas? Tandis que les 10 000 êtres d'un seul mouvement s'éclosent, j'en suis à contempler le retour. Et on la retrouve chez Chuang Tzu d'ailleurs, et dans Li Tzu, bien entendu, et dans le traité du vide parfait. Et alors, avec cette notion que nous ignorons, qui est la notion de mutation. Mutation des contraires l'un en l'autre. Or, elle ne peut se produire, la mutation entre un noir et un blanc, avant qu'il ne soit noir et blanc. Après, il est trop tard. C'est-à-dire un moment, je dirais presque prénatal, qui est le moment du vide, comme si le vide contenait les potentialités futures. Ce qui, justement, en Occident, est attribué au fond. Il y a un texte de Georges Simondon, quand il dit, à l'inverse de ce qu'on dit généralement, que la dynamique appartient non pas aux formes, mais au fond. Et il dit que c'est lui qui recèle toutes les possibilités de formation ultérieure. Mais ce fond, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui équivaudrait à peu près à l'indéterminé d'un Anaximandre, enfin la Peyronne. Tandis que les Chinois, c'est le rien, c'est le vide, le rien. Or, ce qui est exceptionnel, c'est que dans la poésie chinoise, on est orienté plutôt vers le plein. Vous prenez deux syllabes, elles sont jointes, et ensemble, elles élèvent le tout à un degré supérieur de plénitude. Vous prenez Shan, Shui, vous prenez montagne, eau, et ça donne paysage. C'est-à-dire, vous voyez tout ce que ça implique, très bien marqué, Shen, à propos de Chitao. Mais, justement, il y a des poésies qui ne procèdent pas comme ça. La poésie du Boucher, qui justement attache, repose sur le vide, et où le vide est, on peut dire, je ne dis pas il n'est pas avant, il est à même le surgissement des choses. Le vide est inhérent au surgissement, ou le rien est inhérent au surgissement. Il n'est pas avant, il n'est pas après, il n'accompagne pas, c'est tout, il est beaucoup plus intimement mêlé, comme l'existence. Quand vous saisissez l'existence, eh bien, c'est au moment où vous avez saisi en même temps, aussi bien en même temps, votre inexistence, qui accompagne et qui fait qu'une existence est auto-créative. Donc voilà ce qui, disons, dans la pensée chinoise me paraît, disons, échapper à nos concepts occidentaux et à quoi précisément devrait penser un Occident qui veut être intégralement vrai.